Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous santé, habituellement en direct le jeudi, exceptionnellement enregistré le mercredi 17 mars à 13 h. Alors que nous culminions depuis des semaines sur un plateau trop élevé, mais que la vaccination semblait se mettre en marche après un début pour le moins poussif, l'horizon s'est progressivement obscurci avec l'arrivée fâcheuse de variants plus contagieux et plus dangereux et des difficultés logistiques, puis d'approvisionnement et peut-être d'innocuité des vaccins qui devaient nous permettre de désengorger les hôpitaux en protégeant prioritairement les personnes à risque. Le président Macron, malgré les avertissements des scientifiques, a décidé, pour des raisons principalement socio-économiques, de ne pas imposer immédiatement de mesures plus strictes, si bien que la saturation annoncée et inéluctable des services de réanimation oblige maintenant à les réenvisager en y associant des déprogrammations de malades et des transferts qui s'avèrent plus difficiles que prévu. Pour appréhender et évaluer la situation critique actuelle, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir un des acteurs majeurs de la lutte contre cette épidémie, le professeur Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou, maire depuis près de 20 ans de la Garenne-Colombes, auteur de « Je ne tromperai jamais leur confiance » chez Gallimard, sorti en janvier 2021 et qui couvre la période allant de l'arrivée du SARS-CoV en France et à l'hôpital Georges Pompidou jusqu'à la fin du premier confinement, dont c'est d'ailleurs à un jour près l'anniversaire. Après avoir fait le point sur la situation préoccupante que nous vivons, nous nous plongerons dans son ouvrage qui permet, dans un constat sans concession, une meilleure compréhension de nos difficultés présentes, tout en nous livrant bien sûr ses réflexions et ses préconisations sur le système de santé et la gestion de la crise. La situation préoccupante, professeur Juvin, bonjour, merci d'être venu jusqu'à nous. La situation, écoutez, oui, elle est préoccupante, puisque quand on regarde le taux d'occupation des lits de réanimation, qui est au fin du fin le critère qui fait qu'on est obligé de confiner ou pas, quand vous n'avez plus de possibilité d'hospitaliser les gens, vous devez prendre des mesures très contraignantes. Et donc c'est ça qui, au fond, guide l'action publique, qui aurait dû d'ailleurs. Sauf qu'il y a eu une association vraiment très très lente. On a parlé de plateau avec une légère pente. Enfin, on observe quoi ? On observe qu'actuellement, on a dépassé le nombre de patients en réanimation en Île-de-France que nous avions connu lors du confinement du mois d'octobre-novembre. Donc en cela, nous sommes dans une situation préoccupante. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déconfiné, je crois, aux alentours du 5 décembre, pour des raisons qui n'étaient pas des raisons sanitaires, parce que à l'époque, le président avait dit on déconfinera quand on aura moins de 5000 nouveaux cas par jour. À l'époque, je crois qu'on en avait 20 000, enfin plus que 5000. On a quand même déconfiné, et d'ailleurs on a bien fait, parce que Noël approchait, il fallait relancer la machine, les gens étaient fatigués, et donc tous ces éléments étaient pris en compte. Le truc, c'est que on a laissé passer les fêtes. Et quand on dit que les fêtes n'ont pas eu l'influence péjorative qu'on imaginait? Non, écoutez, je ne sais pas répondre à cette question. J'ai en tête la courbe entre le 5 décembre, ou le 6, je ne me souviens plus, du déconfinement et maintenant. Et la courbe, en fait, est d'une manière inexorable et constamment croissante. Donc, y a-t-il eu un effet fête? Non, parce que ça a commencé à remonter avant Noël. Enfin, donc, je ne pense pas qu'il y ait eu un effet fête. Les gens ont été prudents, parce que les Français sont très prudents, en fait, contrairement à ce qu'on dit. Et ça n'a cessé de monter depuis le 5 décembre, donc on voyait arriver le truc. Et si vous voulez, quand vous ne vaccinez pas massivement, comme d'autres pays l'ont fait, je pense à la Grande-Bretagne ou Israël, quand de notre partie, vous n'augmentez pas significativement les capacités hospitalières, eh bien, il ne faut pas vous étonner qu'à un moment, nous soyons dans le mur et que nous n'ayons pas d'autre choix que des mesures difficiles de confinement. On parle de 1050 lits de réa disponibles pour 12 millions de personnes en Île-de-France. Oui, c'est ça. En France, au 1er janvier 2020, il y avait 5433 lits de réanimation. 1er janvier 2020, avant la crise, 5433. Un an plus tard, il y en a un peu plus. Il y en a 1400 de plus, mais il faut bien comprendre que ce sont des plus, toutes choses relatives, puisque ce sont des lits d'hospitalisation qui existaient et qu'on a transformés en lits de réanimation, mais donc que ce sont des lits qu'on a enlevés à certains services.
Ce qui explique pourquoi on doit déprogrammer des patients. Et pour la région Île-de-France, c'est le chiffre que vous avez donné. Donc pour 1200 lits, on va bloquer une région de 13 millions d'habitants. C'est ça ce qu'il faut bien comprendre. Nous aurions plus de lits de réanimation. Admettez qu'on en ait 2 fois plus, ce qui est énorme, 2600. On ne se poserait pas aujourd'hui la question du confinement. Le confinement, on ne se pose cette question que parce qu'on n'a plus de place pour vous accueillir ce soir en réanimation si vous faites une péritonite ou si vous avez un accident de la voie publique grave. Le sujet est un sujet de capacité hospitalière. Nous avons des hôpitaux qui sont trop petits et nous n'avons pas en un an augmenté significativement la taille de ces hôpitaux. Et donc à partir de là, il ne faut pas s'étonner des conséquences de l'absence de nos actes. Alors actuellement, les chiffres d'hier soir, c'était 1177 malades en réanimation et on a le sentiment que les gens qui sont actuellement en réa sont des gens plus jeunes. Oui, vous avez raison. Autant lors de la première vague, j'ai souvenir que la moyenne d'âge en réanimation était aux alentours de 67 ans. Et là, on a une moyenne d'âge plutôt autour de 61 ans. Alors vous allez me dire 6 ans, c'est pas beaucoup de différence. Si, en moyenne, c'est considérable. Et 25% des patients de réanimation ont moins de 50 ans. Donc, on a un rajeunissement très clair de la population. Probablement, est-ce un début d'effet de la vaccination, en particulier que l'on observe chez les patients âgés de plus de 80 ans vivant en établissement de santé. En EHPAD par exemple, ceux-là font l'objet de moins d'hospitalisation qu'on aurait imaginé, en tout cas qu'on l'avait observé en mars. Donc très clairement, il y a un effet de la vaccination. Et donc rétrospectivement, nous aurions vacciné comme des champions en janvier-février, comme on prétendait devoir le faire. Il est probable que nous n'en serions pas là. En tout cas, nous aurions encore un peu de temps devant nous. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, puisqu'on est dans la situation où les soucis avec le AstraZeneca, qui était finalement... Aujourd'hui, nous sommes acculés. Donc, il n'y a malheureusement pas d'autre solution que de bloquer l'entrée à l'hôpital, c'est-à-dire de confiner la population. Mais en même temps, il faut faire plusieurs choses. Il faut massivement vacciner la population, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Arrêter de dire qu'on le fait et le faire vraiment. Parce qu'il y a plein de déclarations officielles qui nous disent oui, on va faire X millions de vaccins à telle date, etc. Et on s'aperçoit que ce n'est jamais vrai. Ce n'est jamais vrai. Pour ça, il faut acheter des vaccins. Comment on fait ? Eh bien, Est-ce qu'il existe, professeur Juvin, des vaccins sur le marché qu'on peut acheter ? Écoutez, d'abord, il faut les fabriquer. Moi, ça fait maintenant 3 mois que je fais une proposition qui a été tournée en ridicule par les uns et les autres à l'époque, mais maintenant on s'aperçoit que finalement j'avais peut-être pas tort. C'est qu'on va voir Madame Moderna et Monsieur Pfizer, on leur achète les licences, on les fabrique sur le territoire national, on monte des usines. Bref, il faut se sortir les mains des poches. Vous comprenez, on me dit « Ah oui, mais c'est compliqué, une usine, ça se monte pas comme ça ». C'est vrai, mais à force d'attendre, c'est sûr que ça n'a aucune chance de se monter. Une usine, on m'avait dit, il faut 5-6 mois pour la monter. Ben, écoutez, ça fait 3 mois que je le propose. Les 5-6 mois, on y est presque. Donc il faut acheter massivement, arrêter de mégoter sur les prix comme on l'a fait. C'est pour ça qu'on n'en a pas. Bien sûr, on a tous compris. Et deuxièmement, il faut ouvrir des lits de réanimation. Des lits de réanimation, ne serait-ce que des lits de réanimation transitoires. Je crois que je sais que la région Île-de-France, la présidente Valérie Pécresse, a mis sur la table 500 lits de réanimation éphémères. C'est ça qu'il faut faire. Et il faut le faire à l'échelon national et massivement. Puis il faut faire une troisième chose, c'est qu'il faut faire confiance aux Français. Et en particulier, il y a des tests qui sont sur le marché depuis des mois dans des pays voisins, des mois, et qu'on n'a toujours pas, qui paraît-il vont arriver enfin, qu'on appelle les autotests. Ce sont des tests que vous faites le matin avant de partir de chez vous. Vous avez le résultat en 15 minutes. Si vous êtes positif, vous restez chez vous. Si vous êtes négatif, vous pouvez sortir. C'est en vente libre en Allemagne, dans les pharmacies. En Grande-Bretagne, tous les enseignants, depuis le 1er février, peuvent se tester chez eux 2 fois par semaine, c'est gratuit. Tous les collégiens, tous les lycéens, depuis 10 jours, 2 fois par semaine se testent chez eux. Nous, rien. On est toujours en retard sur tout. Et ça va être autorisé dans quelques jours, paraît-il, par la Haute Autorité de Santé. Enfin, alléluia, au bout de mois de retard, avec un tout petit détail, malheureusement, c'est comme les Allemands et les Anglais ont tout acheté. Et maintenant, nous, ça va être autorisé, mais il n'y en aura plus à acheter. Bref, depuis 1 an, je suis un peu en colère, parce que depuis 1 an, on voit arriver les choses successives et on ne les prévoit jamais. Je vais donc vous annoncer, une fois qu'on aura confiné, si on confine, le prochain truc qu'il faudrait qu'on prépare dès maintenant. Dès maintenant, il faut qu'on achète des vaccins pour la fin de l'année.
parce que peut-être que l'immunité qui est conférée par les vaccins, par les rares vaccins qu'on injecte, c'est de l'ordre de 1 an. On peut espérer que ce soit plus, mais aujourd'hui, nous n'avons pas confirmation. Imaginons que ça soit 1 an, ça signifie que dans 1 an, il faut revacciner la population. A-t-on acheté les 100 millions de vaccins nécessaires pour vacciner 50 millions de Français au mois de décembre ou janvier prochain? Je pense que non, comme d'habitude. Donc, on est toujours en retard sur tout. Sur le confinement, j'ai cru lire que vous étiez évidemment pour le confinement, malgré les conséquences qui sont terribles, apparemment psychiques, sur les jeunes, qui sont éthiques, qui sont économiques. Vous disiez d'ailleurs c'est la pire des solutions, à l'exception de toutes les autres. Oui, je ne suis pas pour le confinement. Personne n'est pour le confinement. C'est épouvantable le confinement. Sauf que on nous a mis dans un corner en ne vaccinant pas et en n'ouvrant pas de lit de réanimation qui fait qu'il n'y a plus que ça comme solution. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il va falloir le faire. Sinon, il y a un moment où on ne va plus pouvoir soigner les patients qui vont arriver en réanimation. C'est ça le danger qui nous guette, très pratiquement. C'était la crainte. Vous l'écrivez dans votre livre, c'est le patient qui arrive avec sa valise devant l'hôpital et on lui dit il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Ça, c'est la première crainte. Et la deuxième crainte, qui n'est même plus une crainte, parce que maintenant, on la vit depuis quelques semaines. C'est pour ça, quand on me dit on a tenu, je trouve que quand même c'est une expression très malheureuse. Je vais y venir parce que c'est la question des programmations. C'est la question des 2 programmations. Depuis quelques semaines, on voit bien qu'on déprogramme des patients pour faire de la place pour les Covid. Pourquoi ? Parce que toujours pareil, l'hôpital est trop petit. Donc si vous voulez, l'idée de vous dire aujourd'hui ça va et demain on va confiner, ça ne va pas aller, en réalité ça ne va pas déjà, puisqu'il y a déjà des gens qu'on n'arrive pas à soigner. Alors, vous m'amenez directement sur votre livre, dans lequel d'ailleurs je me suis plongé avec délectation, parce que il ouvre les clés de la situation. C'est un journal en fait. Voilà, c'est un journal au jour le jour. C'est le journal de bord où on se promène absolument. entre l'hôpital Georges Pompidou et votre mairie de la Garenne-Colombes, avec beaucoup d'anecdotes, mais avec des choses qui sont des choses très très fortes. Et en particulier, il y a évidemment un cri de révolte, et dès le prologue, vous vous élevez contre le « a tenu ». Et derrière, vous dites « on a tenu, mais à quel prix ?» Mais à quel prix ? Effectivement, depuis quelques semaines, on a une petite chanson qui nous est racontée sur le mode les méchants médecins veulent confiner, mais heureusement, il y a un gentil président de la République qui va vous protéger des médecins et qui ne confine pas. C'est ça, cette histoire qu'on nous a racontée. Enfin, tout ça est absolument irritant, pour pas dire plus, parce qu'on n'est protégé en rien. Depuis 2 mois, on a 300 morts par jour, et encore, on a connu même plus, et on a des gens, encore une fois, qui ne sont pas soignés correctement. Pourquoi ? Et en plus sans liberté, puisqu'à 18h, tout le monde à la maison, les musées, les théâtres fermés. On n'a jamais connu ça dans la vie de notre pays. Donc je pense que les solutions, la non-décision, pendant 2-3 mois, puisque c'est ça, depuis décembre, on a une non-décision. On regarde le truc, on regarde l'eau bouillir en se disant peut-être que la casserole ne va pas déborder. Bah oui, mais si vous ne faites rien, il y a un moment où la casserole déborde. Et donc, il y a eu cette attitude d'observation. Alors certes, on a commencé la vaccination, mais tellement prudemment, je vais le dire comme ça, pour être aimable, que évidemment, ça n'a pas d'effet massif. Alors qu'on voit que dans les pays qui ont vacciné massivement, il y a des effets massifs. Que ça soit en Grande-Bretagne ou que ça soit en Israël, on voit très clairement que les courbes d'hospitalisation des patients vaccinés s'effondrent. Et quand vous avez un taux de vaccination considérable, comme en Israël, ça se voit dans les hospitalisations de tous les jours. Et donc, on voit bien qu'Israël est en train de rouvrir. Donc moi, ce que je vous dis, c'est assez simple. On a prétendu nous protéger. En réalité, on ne nous a pas protégés. On nous a dit, attendez, ça va mieux aller. Sorte de pensée magique. Les intuitions ne suffisent pas à gouverner un pays. Chaque journée est une journée de gagner, déclaré la semaine dernière. Et Bruno Rioux, il y a 48 heures, disait chaque semaine est une semaine de perdu. Mais Bruno Rioux a évidemment raison. Et quand Gabriel Attal, fringant porte-parole du gouvernement, nous explique qu'on gagne des jours, en réalité, chaque jour pendant lesquels aucune décision n'était prise a coûté cher en vie et en souffrance. Je vais vous donner un résultat d'un papier qui a été publié par des Français après le premier confinement. On a confiné le 15 mars. Si on avait confiné une semaine avant, on aurait économisé 13 000 morts. On aurait eu 13 000 morts en moins, d'accord ? Mais le chiffre que je vais vous donner est beaucoup plus important. Si on avait confiné une semaine plus tard, on aurait eu 54 ou 53 000 morts de plus. Autrement dit, quand l'épidémie est en progression rapide, ce qui est le cas actuellement, un jour perdu
ne vaut pas un jour perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Pour nos auditeurs, ça veut dire que si jamais on confinait aujourd'hui ou demain, les premiers résultats vont se faire ressentir dans 3 semaines. Alors non seulement les premiers résultats sont dans 2-3 semaines, mais si au lieu de confiner, je sais pas, cette semaine, on confine la semaine prochaine, eh bien ça nous coûtera beaucoup plus de vie que le fait de se dire on aurait pu confiner il y a une semaine versus aujourd'hui. Quand vous êtes sur une courbe exponentielle, le temps perdu ne se rattrape pas. Vous dites, professeur Juvin, dans votre livre, informer, c'est aider à la bonne santé morale de la nation, à son aptitude à suivre les recommandations qu'on lui prodigue. Et vous insistez tout au long sur 2 mots, la vérité et la confiance. On a posé la question au maire de Séoul, où là-bas, ils ont très peu de morts. Mais qu'est-ce qui a marché chez vous, Madame le maire? Ce sont les tests, ce sont les hospitalisations, la réanimation, le masque? Et elle a répondu non, vous n'avez pas compris. Ce qui marche chez nous, c'est la confiance. Quand les gens ont confiance dans le gouvernement, eh bien, ils suivent les recommandations. Et forcément, la gestion de la crise est plus facile. Et chez nous, comme on a une litanie d'erreurs, de contradictions, de mensonges parfois, mais plus personne ne croit en plus personne. Moi, j'ai regardé, en vue de votre émission, j'ai fait le point de toutes les déclarations depuis 1 mois sur est-ce qu'on va être vacciné ou pas. Et c'est absolument dingue. En décembre, Gabriel Attal dit « Nous serons 15 millions de vaccinés au printemps ». Là, on est en décembre. Au printemps, donc printemps, c'est fin octobre. On a ensuite Olivier Véran qui nous dit fin mars... printemps, c'est fin mars, pardon. Donc 15 millions, nous dit Attal en décembre. Véran nous dit le 21 janvier, non, ça ne sera pas 15, ça sera 9 millions. Puis ensuite, à l'été, Véran nous dit fin août, on sera fin juillet, on sera à 57 millions. Et puis vous avez Djebari, le ministre des Transports, on se demande ce qu'il vient faire là, nous dit 26 millions. Bourguignon, il y aura 1 million de gens vaccinés en EHPAD en janvier, alors qu'ils étaient 241 000. Bref, chaque fois que quelqu'un prend la parole, le chiffre est différent. Et le chiffre n'est jamais vrai. Moi, je pense que la parole publique doit être beaucoup moins descendante, beaucoup plus partagée. Vous dites il y a trop de monde dans la chaîne de transmission. Bien sûr, des chefs, des sous-chefs. Je raconte une histoire à un moment d'un train sanitaire qui doit partir d'une ville de province pour aller dans une autre ville de province pour emmener des patients de réanimation. Tout le monde est d'accord, les patients sont prêts, les équipes sont prêtes à l'arrivée, au départ, etc., la SNCF, tout ça. Bien, le train va mettre 4 jours à partir, parce qu'il manque le tampon d'un sous-chef, d'un sous-bureau, d'une sous-pente, d'un sous-ministère qui dit non, ça partira pas. Et qui met 4 jours à donner son autorisation. Et je fais passer d'ailleurs l'information au président de la République à ce moment-là, quand j'ai connaissance de ce genre de choses. C'est dément. Nous mourrons de bureaucratie et d'absence de décision. Vous l'avez même sur des choses extrêmement simples dans votre livre, 2 anecdotes qui m'ont marqué. Le food truck là, que vous voulez installer devant Georges Pompidou et vous êtes obligé de battre en retraite. Oui. Et la tente que vous mettez à l'entrée de l'hôpital et vous expliquez comme ça a été compliqué. En fait, oui, tout est compliqué parce que nous avons des chaînes de commandement extrêmement administratives, souvent qui n'ont pas d'expérience opérationnelle. De gens qui individuellement sont des gens vraiment de bonne volonté, mais qui, mis ensemble, conduisent à de l'absence de décision. Vous allez très très fort dans votre livre parce que vous dites parfois on est face à des bureaucrates qui ne s'exposeraient jamais aux conséquences de leurs instructions. Bien sûr, parce que à votre avis, le type qui dit le train sanitaire ne doit pas partir, qui pendant 4 jours bloque le train, c'est-à-dire bloque des entrées de réanimation dans la réanimation d'où partent les patients. Est-ce qu'en quoi qu'il en soit, il a imaginé un jour qu'il pouvait être responsable du fait qu'on n'a pas pu admettre quelqu'un à cause de lui? Non. En fait, ils n'ont même pas conscience de la gravité des décisions ou des non-décisions qu'ils prennent. C'est pour ça que je pense qu'il faudra qu'on tire des leçons, en partie de cette crise. Et une des leçons à tirer, c'est évidemment mettre fin à cette hyper-bureaucratie. Oui, vous dites une administration déresponsabilisée et coupée des réalités. Dans L'étrange défaite, le fameux livre de Marc Bloch dit qu'une des causes de la défaite de 1940, c'est que nous avions un état-major des armées qui était un état-major de paix, mais pas un état-major de guerre. Et c'est exactement ça. On a le sentiment d'avoir une hyper-administration ankylosée. Il y a un rapport de la Cour des comptes. Le chiffre est tellement fou que les gens ne me croient pas quand je le dis. Donc c'est rapport de la Cour des comptes 2016, il faut aller le trouver. Qu'est-ce qu'ils disent, la Cour des comptes? Il dit que quand vous prenez les équivalents temps plein à l'hôpital public,
il y a autant de médecins équivalents temps plein que d'administratifs. Alors, entendons-nous, les administratifs, il y a des secrétaires médicaux, etc., etc. Mais autant de médecins que d'administratifs à l'hôpital public. Est-ce qu'on ne vit pas chez les fous ? Alors, dans votre livre, qu'évidemment on lit avec un tout petit peu de recul, alors de temps en temps, effectivement, on a envie de vous taquiner parce qu'il y a des prévisions. Vous aviez bon espoir de disposer d'un vaccin dans 2 ans. Et là, on est avec 3, 4, 5 vaccins. Ça fonctionne effectivement qu'à un, mais ça a été mis au point en très très peu de temps. Et c'était apparemment la seule façon de sortir de cette crise. Exactement, ça c'est la très bonne nouvelle et la bonne surprise. C'est qu'on a eu des vaccins qui ont commencé à être mis au point en mars-avril et qu'on a mis sur le marché à la fin de l'année. C'est quelque chose, c'est un miracle de science. Je veux quand même que vos auditeurs sachent une chose, c'est pourquoi n'avons-nous pas de vaccin à ARN messager en France ? C'est une question, ça. Eh bien, il faut regarder, en 2017, des pays se sont mis ensemble pour se dire il faut que si l'humanité, un jour, est menacée par un virus, comme quoi ça s'appelle la préscience, eh bien, nous puissions fabriquer un vaccin en 11 semaines. Et à l'époque, ces pays qui décident de travailler ensemble disent il n'y a qu'une technique qui permettra de mettre en place ces vaccins en 12 semaines, c'est l'ARN messager. On ne l'a jamais fait, mais il faudra savoir le faire. Et ils se préparent, intellectuellement et techniquement. On demande à tous les États qui veulent s'associer à cette démarche, voulez-vous venir avec nous travailler ? La France répond non. Il y a les Allemands, les Autrichiens, les Néerlandais, les Canadiens, les Britanniques, la Commission européenne. Il n'y a pas les Français. Les Français disent non, nous, ce n'est pas nécessaire. Nous, on saura faire. Vous voyez, cet orgueil français. Vous dites on est les meilleurs, toujours. On manque d'agilité et Alors, on manque d'agilité, en revanche, on ne manque pas d'orgueil. Et quand on est capable, en 2017, de dire à nos partenaires non, mais votre affaire des vaccins ARN messagers, nous, on n'en a pas besoin, on saura faire. On a Sanofi, vous savez, on est les meilleurs du monde, forcément. C'est aussi un péché d'orgueil. La France a besoin de comprendre qu'elle doit travailler avec les autres. Il semblerait, à l'heure qu'il est, aucune décision n'est prise, professeur Juvin, mais il semblerait qu'on s'achemine vers des décisions qui sont des décisions plus restrictives, peut-être un confinement du week-end. Dans votre livre, vous faisiez une lettre au président. Elle reste d'actualité ? J'en ai fait plusieurs. Au président. Pour le déconfinement, vous dites le déconfinement a été raté, trop rapide, sans testing. C'est ça. Et là, vous disiez... Sans augmenter les lits de réanimation, exactement. Et puis là, je dis la même chose. Je dis qu'on est en train de payer des déconfinements probablement rapides. Quand l'épidémie était très basse, c'est là qu'il aurait fallu tester, isoler. Le fameux testing et isoler. Eh bien, malheureusement, on ne l'a pas fait. Je regardais tout à l'heure chez un de vos confrères qui me posait la question, mais est-ce que l'application Stop Covid a fonctionné ? Du coup, j'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai regardé, et je lui ai montré, voilà, mon application Stop Covid, elle est activée, je l'ai depuis des mois, elle n'a jamais sonné. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui croise des patients qui ont le Covid, je crois que c'est bien moi. Eh bien, ça n'a jamais sonné. Nous avons raté le déconfinement, nous n'avons pas commandé suffisamment de vaccins, nous n'avons pas augmenté nos capacités hospitalières, et après, nous nous étonnons d'être face à une 3e vague. Donc, je vous le dis, si on fait pareil, et si on continue à vacciner aussi peu, il y aura une 4e vague derrière la 3e. Voilà, on arrive, professeur Juvin, là, au terme de cet entretien trop rapide à mon goût. À mon goût aussi, oui. Vous expliquez, vous dites la confiance n'est pas innée, elle se gagne et malheureusement elle se perd facilement sur des mensonges répétés, donc nécessité d'un grand travail de pédagogie. Mais oui, on le voit avec les vaccins. Pourquoi on dit, regardez, ces gens-là, ces gens-là, en parlant des soignants, ne veulent pas se faire vacciner, ou les Français sont rebelles au vaccin, quelle honte au pays de Pasteur, je l'ai entendu 1000 fois cette affaire. Mais non, ma réponse, elle est simple. Est-ce qu'il y a eu une seule campagne officielle expliquant aux gens les vertus de la vaccination? Est-ce que ce travail a été fait? Non, il n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de campagne. Il y a eu un clip la semaine dernière très sympathique où on voit une grand-mère qui embrasse ses petits-enfants. Mais ce n'est pas ça. Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ils veulent savoir quels sont les effets secondaires potentiels, ce qu'ils risquent, ou les avantages. Mais pas une grand-mère qui n'a pas d'émotion.
En fait, moi, ce que je dis, c'est que la confiance, elle se gagne par des faits, par des chiffres, par un discours construit, pas par de la communication. En fait, de la communication, c'est pas suffisant face au Covid. Vous dites, gagnerons-nous, vous posez la question, gagnerons-nous la guerre? Et vous dites, à condition de tirer les leçons de cette étrange défaite. Oui, les leçons, c'est l'isolement qu'on n'a pas fait, les vaccins qu'on n'a pas commandés, les lits de réanimation qu'on n'a pas construits, et la confiance qu'on continue à ne pas vouloir construire. Donc on gagnera la guerre, on va évidemment s'en sortir, mais là pour le coup à quel prix? Professeur Juvin, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre ouvrage publié chez Gallimard. Merci beaucoup. Merci infiniment.